On sait que pour faire la guerre, l'homme a toujours eu de l'imagination, et c'en est même inquiétant. De très nombreux projets ont failli voir le jour durant ces périodes sombres, mais aujourd'hui je vais te parler des plus what the fuck du XXe siècle. Je pense que même dans tes rêves les plus fous, t'aurais jamais imaginé ces choses, ou alors t'es vraiment bizarre. Je te préviens, c'est pas dans cette vidéo qu'on va parler de bien-être animal, parce que tu t'en doutes, ils ont fait partie des premières victimes. Je te donne un petit exemple, nos amis les chats. Les Américains ont tenté durant la guerre froide de créer des James Bond du type félin, autrement dit, des chats espions. Et oui, je sais que James Bond est britannique, mais c'est pas la question. Voici donc le projet Chaton Acoustique. Et oui, c'est trop mignon. Durant cette période, les États-Unis souhaitaient absolument espionner l'URSS, et tous les moyens étaient bons pour arriver à ces fins. C'est donc tout naturellement que le département scientifique de la CIA s'est tourné vers des chats. Pourquoi des chats? Bah c'est très simple. Déjà parce qu'ils étaient beaucoup moins coûteux que des chiens pour les travaux de laboratoire, qu'ils nécessitaient moins d'entretien, mais aussi parce qu'il y avait beaucoup de chats dans les rues de Moscou. Donc forcément, c'est plus simple pour les faire passer pour des chats errants. Tu te dis, bon, c'est stylé en vrai, mais attends 2 secondes que je te raconte la suite. L'objectif ici était d'utiliser des chats domestiques afin de collecter des infos et d'enregistrer des conversations dans des lieux stratégiques comme le Kremlin ou encore dans des ambassades soviétiques. Mais comment est-ce que ça fonctionnait? En gros, les scientifiques formaient, entraînaient et façonnaient le comportement des animaux. Plus concrètement, les chats recevaient des signaux auditifs qui leur indiquaient quoi faire et où aller. Par exemple, ce bip pouvait dire de tourner à droite ou de leur faire savoir que la cible était à droite. Et un autre son leur indiquait qu'il fallait tourner à gauche. Et les scientifiques ont même pensé à tout. Durant l'entraînement, ils ont rajouté de nouveaux stimuli pour que les chats espions, oui je me remets toujours pas du mot, ne soient pas choqués par les imprévus de la vie courante, comme le klaxon des voitures. Bon, jusque là, si c'est que ça va. Une fois l'entraînement terminé, place à la chirurgie. Et oui, que serait un espion sans technologie? Tu connais Inspecteur Gadget? Bah ça va être un peu pareil. Les scientifiques vont commencer à implanter tout un tas d'outils dans le corps du pauvre chat. Ils inséraient une antenne de transmission le long de la colonne vertébrale ou dans la queue du chat pour leur signaler où aller. On les équipait aussi d'un petit émetteur radio, d'une pile et d'un microphone dans l'oreille pour écouter les conversations et les renvoyer à la base grâce aux fréquences radio. Oui, on n'est pas loin de Robocop et ça fait peur. Mais du coup, est-ce que ça a servi et qu'est-ce que ça a donné? Alors, comment te dire? Pendant la première mission, ils ont lâché le chat espion près de l'ambassade de Russie à Washington. Sa mission, s'il l'accepte, était d'écouter 2 hommes dans un parc. Rien de bien difficile. C'était sans compter certains imprévus. En traversant la rue, le chat a été écrasé par un taxi. Bon, ils ont ensuite essayé d'autres tests qui se sont avérés être des échecs, donc la CIA s'est dit que finalement c'était pas une super idée et a décidé d'abandonner le programme en 1967 après avoir dépensé plus de 20 millions de dollars. Oui, ça fait beaucoup d'argent pour réaliser que l'idée était pas folle. Mais c'est pas les seuls animaux à avoir subi ce genre de test. On y retrouve aussi les chauves-souris qui ont été impliqués à contre-cœur, tu t'en doutes. Alors oui, j'imagine que si je te parle de bombes et de chauves-souris, ça doit pas te parler beaucoup. Et pourtant, c'est un sujet sur lequel les Américains ont dépensé 2 millions de dollars durant la Seconde Guerre mondiale. Voici le projet X-Ray, autrement dit la bombe à chauve-souris. Alors oui, ça fait tout de suite penser à Batman, mais on en est bien loin. Je te remets dans le contexte. Le 7 décembre 1941, au volant de sa voiture, le docteur Little Adams, dentiste de profession et inventeur à ses heures perdues, écoute la radio. Le matin même, plus de 350 avions fonçaient sur Pearl Harbor, provoquant la mort de plus de 2400 personnes et signant l'entrée en guerre des États-Unis. Quelques jours avant, le dentiste avait visité la grotte de Carlsbad au Nouveau-Mexique. Dans cette caverne, des centaines de milliers de chauves-souris y ont trouvé refuge. À ce moment-là, une idée complètement folle lui traverse l'esprit. Est-ce que ces millions de chauves-souris ne pourraient pas être équipés de bombes incendiaires et larguées depuis des avions? Alors bon, qui pense à ça quand il voit des chauves-souris? Mais bon, aucune chance que ce soit validé par la Maison Blanche, hein. Bah figure-toi qu'Adams connaissait Eleanor Roosevelt, qui n'est autre que la femme du président Franklin Delano Roosevelt. Le journal The Atlantic rapporte donc que notre dentiste préféré a réussi à obtenir une audience pour exposer sa proposition, qui sera finalement approuvée par Roosevelt. À quel moment? Bon, c'est bien sympa tout ça, mais pourquoi des chauves-souris? Bah en fait, la réponse est plutôt logique, et il y a 4 raisons. Déjà, les chauves-souris sont partout en Amérique du Nord. Pour te donner une idée, 4 grottes au Nouveau-Mexique sont chacune occupées par plusieurs millions d'individus. La deuxième raison est que les chauves-souris peuvent porter plus que leur propre poids. Et en dessous d'une certaine température, elles rentrent en hibernation, donc idéal pour les transporter. Et enfin, elles ont l'habitude de se cacher la journée dans des endroits retirés, comme les bâtiments, et c'est un sacré avantage, je
je vais y venir. Et comment ça fonctionne une bombe à chauve-souris? Imagine un peu la scène. Des avions survolent le Japon à l'aube, larguant des conteneurs pleins de chauves-souris endormis. Les conteneurs s'ouvrent en plein ciel et les chauves-souris partent se cacher à l'ombre dans des lieux comme des maisons, des usines ou des entrepôts. Et une fois le minuteur installé sur les bombes terminé, boum, elles explosent et mettent le feu au bâtiment où elles se trouvent. Merci le bien-être animal. Bon, je te rassure, ce projet n'a jamais vraiment décollé. Lors de l'un des premiers tests, les chauves-souris ne se sont pas réveillées et se sont malheureusement écrasées au sol. Lors d'un autre test avec des vraies bombes, certaines se sont réveillées de leur hibernation avant d'être mises dans le conteneur, ce qui a provoqué des incendies dans les bâtiments. Donc au final, c'était efficace, mais difficilement maîtrisable. Et tu t'en doutes, le projet a fini par être abandonné. Bon, on va arrêter de parler un peu des animaux qui ont assez souffert, même si je pourrais citer bien d'autres projets, mais je te laisse me les dire en commentaire. On va passer à un programme qui est l'un des plus fous que j'ai pu découvrir. Je me demande sincèrement à quel moment une personne sensée peut penser à ce genre de dispositif pour remporter une bataille. Les États-Unis, pour changer, ont imaginé l'une des bombes les plus what the fuck de l'histoire. Je vais pas te spoiler tout de suite, mais je vais essayer de te faire deviner. Imagine un escadron qui passe au-dessus du champ de bataille et qui largue une bombe. Soudain, le capitaine ennemi observe son lieutenant et est pris d'une folle envie de l'embrasser. Oui, un document militaire de 1994 évoque la création d'une arme chimique destinée à rendre homosexuels les combattants ennemis. Ce n'est pas une blague. L'idée est en tout cas passée par la tête des chercheurs de l'US Army qui ont envisagé de développer une bombe gay. Ils ont dû prendre un peu trop au sérieux l'expression « faites l'amour, pas la guerre ». Pour faire simple, cette bombe devait être composée d'aphrodisiaques puissants qui avaient pour but de provoquer un comportement homosexuel. Donc une sorte de filtre d'amour surpuissant. Une fois la bombe larguée, les soldats ennemis deviendraient attirés sexuellement entre eux. Résultat, ils ne feraient plus la guerre. Bon, ok pour la théorie, mais je doute un peu de la pratique. C'est le Sunshine Project, une ONG qui lutte contre les armes chimiques, qui a révélé ce projet qui n'a jamais vraiment vu le jour, mais sur lequel le Pentagone aurait réfléchi quelques années, donc ça leur semblait pas totalement déconnant. Et enfin, je vais te parler d'un dernier projet, beaucoup moins bizarre que ceux qu'on vient de voir, mais qui reste malgré tout difficilement imaginable. Si jusque-là la vidéo t'a plu, like et abonne-toi pour donner de la force et pour ne pas rater les prochaines. Et donc pour finir, on passe au projet Habakkuk. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques ont l'idée d'un porte-avions assez spécial. L'objectif était de permettre aux avions britanniques d'intervenir dans l'ensemble de l'Atlantique Nord, parce que jusqu'à présent, les avions n'avaient pas assez d'autonomie pour assurer la sécurité des convois. Et avec les pénuries de métaux pour les chantiers de construction, il fallait trouver d'autres matériaux. C'est dans ce contexte que le projet d'un porte-avions Iceberg a vu le jour. Ce projet a été présenté au Premier ministre Winston Churchill en décembre 1942 par Geoffrey Pike, un inventeur britannique qui pensait qu'un tel navire pourrait servir de plateforme pour les avions et coûtant moins cher que les porte-avions classiques. Mais évidemment, le porte-avions n'allait pas être qu'en glace, mais plus précisément en pykrit, qui est une sorte de mélange entre la glace et de la sciure de bois. Le mix de ces deux éléments rend le tout beaucoup plus résistant que la glace ordinaire. Ça rend le matériau moins susceptible de fondre et plus résistant aux impacts directs. Et en plus de ça, ça rend le navire complètement insubmersible. Bah oui, c'est compliqué de couler un iceberg. Donc dans l'idée, c'est intéressant. Un prototype à échelle réduite a été construit sur le lac Patricia, au Canada, pour tester la faisabilité du concept. Il mesurait 18 mètres sur 9 et pesait environ 810 tonnes, ce qui est littéralement énorme. Et pourtant, c'était une version miniature. La vraie version devait faire 610 mètres de long, 100 mètres de large et 12 mètres d'épaisseur. Oui, ça aurait été une véritable île flottante. Je dis aurait été parce que tu t'en doutes, ce projet n'a jamais vraiment dépassé le stade expérimental. Et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, à la base, ça devait être moins cher que les porte-avions classiques. Sauf que le coût estimé du projet a vite grimpé en flèche jusqu'à atteindre environ 70 millions de dollars et nécessitait une équipe de plus de 8000 hommes. Donc finalement, c'était plus rentable de créer des navires conventionnels dont les capacités étaient bien connues. En plus de ça, les Alliés étaient en train à ce moment-là de prendre l'avantage dans l'Atlantique. Donc c'était moins nécessaire de construire un porte-avions géant. Et pour finir, dès 1943, les avions à longue portée arrivent à couvrir l'ensemble de l'océan. Et les radars de détection des sous-marins permettent de protéger les convois. Donc le projet est définitivement abandonné après un an en décembre 1943. Dis-toi que la version miniature dans le lac Patricia a mis 3 ans à fondre complètement. Je trouve ça toujours complètement fou la manière qu'a l'être humain d'imaginer des choses toujours plus folles les unes que les autres pour faire la guerre. Et malgré le fait que ce soit quand même horrible pour la plupart de ces projets, c'est malheureusement dans des situations de conflit que la science a fait des pas de géant. Dis-moi en commentaire si tu as d'autres projets en tête, si tu as appris quelque chose ou si tu veux une autre vidéo, et je te dis à la prochaine.